Darwin le premier a tenté de comprendre les raisons de la différence de taille entre hommes et femmes, mais il n'a pas vraiment trouvé de réponse satisfaisante. Et depuis, les chercheurs ont surtout travaillé sur la taille des mouches et des araignées. Les femmes plus petites n'ont pas tellement attiré leur attention. La science, ce n'est pas un système cohérent depuis le début et qui se déploierait. Localement, on peut avoir des points où ça résiste, c'est-à-dire il y a des endroits où on est pris dans des contradictions qui sont dues au cadrage initial qu'on a pris, aux hypothèses avec lesquelles on fonctionne. Pourrait-il y avoir des recherches à propos des femmes qui seraient influencées par nos préjugés ? Les gens qui ont travaillé sur la reproduction jusqu'aux années 70, même dans les traités universitaires, on s'intéresse bien sûr aux spermatozoïdes et à l'ovule. Et c'est toujours une histoire héroïque. On est dans le chevalier qui vient réveiller Blanche-Neige, ou je ne sais plus si c'est Blanche-Neige ou une autre. On a un spermatozoïde petit, certes, c'est intéressant, hein, l'ovule est grand et le spermatozoïde est petit, mais le fait qu'il soit petit, en l'occurrence, a un énorme avantage, il est vif, il est rapide, il pénètre, il avance, et l'ovule apparaît en position passive. D'accord ? Bon, dans les années 70, étant donné la montée du mouvement féministe, on a eu des critiques de ce genre de représentation en disant, écoutez, c'est de la pure idéologie, cette affaire. Ou alors, il va falloir être beaucoup plus précis scientifiquement si ça se passe vraiment comme ça. Et nous arrivons dans les années 80, où le modèle du spermatozoïde victorieux ayant remporté de haute main la conquête de l'ovule a à peu près disparu de tous les manuels d'enseignement. Et si c'était la même histoire pour la taille ? Il est quand même normal que l'homme soit plus grand. Cette certitude a bien dû influencer les réponses apportées à cette question. Comprenons pourquoi les hommes deviennent grands. Alors, ils sont forts, c'est comme le cerf, on va vers des métaphores, on va reprendre toute une série de choses. Et puis, on peut fonctionner là-dedans. Et naturellement, on fonctionnera à l'aise dans ce cadre parce qu'il est parfaitement en osmose avec les idéologies sociales ambiantes. C'est-à-dire, c'est la bonne question, quoi. Les hommes sont les processus actifs. C'est ça qui est le moteur, c'est ça qui fait que ça change, c'est ça qui fait que ça évolue, pas les femmes. Et puis, si là-dedans, on arrive à montrer que c'est un peu compliqué, on n'est pas complètement satisfait, il y a quelqu'un qui peut dire « Et si vous regardiez l'image autrement ?» Qu'est-ce qui fait que les femmes sont petites ou qu'est-ce qui fait que les femmes, peut-être, c'est peut-être pas encore la même question, deviennent petites? Ou peut-être c'est pas encore la même question, comment a-t-on fait pour fabriquer des femmes petites? Et dans ce cadre-là, vous allez aussi dire des choses intéressantes. Et la dynamique des sciences, elle est précisément dans ces déplacements. Moi, je pense vraiment que la multiplication des hypothèses de départ est toujours un bien. Et surtout, lorsqu'elles permettent de pointer qu'un cadre antécédent est extrêmement local, il est extrêmement dépendant des croyances inconscientes, les croyances qu'on ne s'explique même pas du milieu social dans lequel on est. Exemple, il n'y a rien à expliquer, circuler. Alors, si la réponse n'est pas si simple, il faut peut-être aller voir du côté de nos ancêtres.